Atlas is a place where dreams come true. Welcome to Star Atlas. Ok, eh ben écoutez, welcome, bienvenue à tout le monde pour ce 17e Atlas Brew francophone. Voilà, on continue sur notre lancée et puis on va continuer sur notre lancée de la semaine dernière, toujours sur des théories craft bien sûr, toujours sur les spéculations, les prévisions, les anticipations des différents futurs de Star Atlas, que ce soit les futurs sur Engine 5 avec la Foundation Room ou que ce soit les futurs sur le navigateur avec le jeu Sage, Star Atlas Golden Era, l'âge d'or de Star Atlas, qui devrait arriver incessamment sous peu, hein, 4 to 6 comme on dit toujours, hein, d'ici quelques semaines, on verra bien quand est-ce que ça va débarquer, mais bref, beaucoup de choses qui mijotent, qui se préparent, et nous sommes ici pour en parler, pour anticiper justement toutes les futures mécaniques de toutes ces futures modalités du jeu de Star Atlas, et puis bien sûr ce qui réunit le jeu Engine 5, la showroom, et puis Sage, évidemment, c'est toutes les fondations sous-jacentes, c'est-à-dire le lore, l'histoire de Star Atlas, l'histoire passée et l'histoire qui s'écrit, que nous sommes nous aussi en train d'écrire et que nous serons en train d'écrire dans Sage. Donc voilà, on est là pour parler de tout ça. Et comme on vous avait déjà proposé un peu la semaine dernière, on vous avait un peu passé la main et puis ouvert davantage l'espace à la communauté francophone en disant, est-ce que vous avez des théories, des spéculations, des sujets que vous avez envie d'aborder autour du jeu, toujours bien sûr, hein, autour du jeu, autour du lore, autour des différentes dynamiques qui se déploient autour de Star Atlas. Et l'espace est là, est ouvert à qui veut exprimer ses idées et puis ses spéculations sur le futur du jeu. Ouais, absolument. On a quelques petites infos, hein, même si en ce moment c'est une période un peu calme. Là, on attend la release de Sage tranquillement. Mais on a quand même quelques petites leaks avec des images du jeu, hein, qu'on a vu, le nouvel épisode de la BD, peut-être quelques trucs dans la Foundation Room aussi, hein, qui sont passés. Voilà. Ouais. J'ai vu qu'il y avait on avait Axel de Star Atlas for You qui avait posé quelques questions aussi un peu plus tôt aujourd'hui par rapport, je pense, au dernier brew anglophone qui date d'hier, il me semble, qui discutait justement du police en tant que token et des potentielles utilités en jeu, la comparaison Atlas Police, tout ça. Du coup, j'ai reposté quelques petites infos un peu dans le chat Atlas Brew, histoire qu'on se replace un peu dans le contexte, à quoi ressemblent les deux tokens au niveau des tokenomics. Voilà, donc on peut discuter de ça si ça vous dit ce soir. Après, si quelqu'un veut amener n'importe quel sujet, ouais, comme disait Morpheus, le micro est ouvert à tous, hein, là. Le mois de mars, c'est freestyle. En attendant Sage. Il y a Grob qui demande dans le chat si. Je sais pas si on a répondu, excusez-moi, j'écoutais pas. Désolé. Vas-y. Qui demande si, à part la BD niveau lore, il y a d'autres choses. Oui, il y a les articles Medium, alors qui se sont arrêtés depuis quelque temps, mais il y a pas mal de choses à lire déjà. Les articles Medium. Vas-y Maxime, je t'en prie. On n'a pas tout compris. Alors j'ai pas bien. Ouais, on n'entend pas bien, mais effectivement, alors je sais pas si tu parlais de. J'ai fait quelques traductions effectivement pour ma part des médiums. Peut-être il y en a d'autres dans la communauté qui avaient traduit aussi certains médiums. Je pense, il me semble que certaines guildes s'y étaient attaquées aussi. Mais en tout cas, si tu veux en apprendre plus sur le lore, je t'invite, si tu es anglophone, si tu lis bien l'anglais, aller sur le médium officiel de Star Atlas, où tu retrouveras tous les articles. Et puis, si tu es pas trop à l'aise avec l'anglais, à ce moment-là, sur mon site internet Space Froggies, tu pourras retrouver certains des articles que j'avais traduits, certains des rapports de mission, hein, ils appelaient ça les rapports de mission, où on suivait les aventures du lieutenant Wen. Et puis, je me souviens plus, là, le nom, il m'est sorti de la tête le nom de de l'agent du deuxième. Yago, voilà, exactement. Ouais. Je Yago pense que globalement, qui Pardon, excuse-moi. est Amirs. Ouais, vas-y, globalement. Non, continue, excuse-moi.
Ouais, je disais Yago qui est un MIRS, voilà, c'est une team d'agents de la COP, de la COP, du Council of Peace, du Conseil de la Paix, qui sont en mission dans la galaxie, et puis ils vont croiser des Punab, donc on apprend pas mal sur les Punab. Il y a beaucoup de choses intéressantes, il y a vraiment beaucoup de choses intéressantes, et puis même dans j'allais dire dans un peu la gazette de Star Atlas, qui sortait aussi à un moment régulièrement, on avait toujours à la fin ce qu'ils appelaient le cri du Punab, qui était un article de la Gazette justement qui traitait souvent d'un aspect spécifique de Star Atlas au niveau de son lore, on peut dire. Voilà, donc je t'invite à aller sur le médium de Star Atlas ou sur Space Froggies, ou alors sur peut-être la communauté, la guilde a fait aussi des traductions, donc n'hésitez pas à partager ça. Il me semble que c'est... Ouais, moi sur le médium de Gargantua, on a traduit les derniers articles, surtout l'Atlas Star, et dedans il y a le chuchotement Punab dedans, donc il y a des parties de l'or, effectivement. Ouais, autant pour moi, c'est pas le cri du Punab, c'est le chuchotement. Faites le tour des différents sites de Eclipse, Gargantua, Solaris. C'est ça, ouais, j'allais dire Solaris évidemment, et je pense que quasiment tout est traduit en vrai aujourd'hui, en cumulant tout. Ouais, le but ça va être de centraliser tout ça quelque part, peut-être sur le wiki francophone de Star Atlas. Ouais. C'est un effort qui est en cours, à finir bientôt, mais c'est quasiment terminé. Et il y a aussi les newsletters qui vont avec la BD depuis l'épisode 3. À chaque fois qu'ils sortent un nouvel épisode, ils envoient un email en fait aux gens qui sont abonnés à la newsletter. Et dans cet email, il y a un petit article de contenu exclusif avec non seulement un petit message codé en plus à la fin, mais des détails sur le lore. On a eu des détails sur les Punab, sur les Photolis et maintenant sur les Sogmiens. Celui de cette semaine, là, avec le nouvel épisode de la BD qui est sorti, ça nous donnait donc plus de détails sur la culture sogmienne dans Star Atlas. Intéressant. J'ai pas encore jeté un œil sur le dernier. Tu l'as peut-être, Winston? Tu veux le partager dans l'Atlas Brew, dans le chat de l'Atlas Brew? C'est en anglais pour l'instant, hein, mais je vais le partager, ouais. Alors, un instant. En même temps, je dis ça, je suis paresseux d'aller chercher dans mes mails pour le retrouver, donc ça m'arrange. Ouais, j'ai le lien, t'inquiète. Hop, je mets ça dans l'Atlas Brew. Donc ouais, les Sogmiens, donc une espèce une espèce assez guerrière, mais qui a réussi à calmer son aspect un peu vendetta. Parce qu'en fait, les Sogmiens sont des aliens qui ont des émotions très fortes, qui se traduisent souvent par une violence extrême aussi. Et donc il y a justement, au cours de leur évolution, en fait, ils ont eu finalement comment on appelle ça, un leader assez charismatique pour unifier tout le monde et créer une espèce de nouvelle école de philosophie qui leur permet justement de canaliser un peu cette agression vers un effort commun et de maîtriser leurs émotions. Avec ce qu'on appelle le Dupra, qui est donc comment dire, les vœux des Sogmiens, en fait, qui est une série de commandements, en fait, que tout Sogmien doit respecter. Donc c'est un peu formé la nouvelle base de leur culture en fait jusqu'à aujourd'hui, et ils ont réussi à unir un peu toutes les tribus autour de ça, quoi. Donc ouais, une histoire intéressante. Moi je pense du coup faire un Sogmien dans Star Atlas, c'est parce qu'on a eu un peu de lore sur les Myris aussi, on a eu du lore sur les Punab, les Photolis, je pense pas qu'ils seront jouables, donc je pense que si tu joues Oni, tu auras le choix entre Punab, Photolis ou Sogmien ou Myris. Moi pour l'instant c'est les Sogmiens. Oui, ça avait été dit qu'on ne pourra pas incarner les Photolis parce que c'est vraiment un peuple à part. C'est l'espèce un peu cheatée, quoi. Mais ouais, non, moi les Sogmiens me plaisent bien. Ne serait-ce qu'au niveau du look en plus. Ouais. Cool. C'est les guerriers, quoi. Un peu comme dans les jeux de rôle, tu sais, un peu les différentes classes. J'ai l'impression que c'est un peu les Myris, c'est un peu les rogues, tu vois, c'est des espèces de survivalistes qui ont une... Ouais, un peu les... les... Comment on dit les rôdeurs. Les rangers. Exactement, les rangers. Et puis les Punab, c'est les filous, c'est les voleurs. Les voleurs, ou les mineurs, ou les nains. Les commerçants, un peu, ouais, il y a ce côté... Ouais, c'est les nains, en fait, t'as raison, parce qu'il y a le côté crafting... orfèvres, tu vois, genre avec leur vaisseau, avec leur avec leur vaisseau doré là, ils aiment bien l'or, ouais, c'est ça. Ils aiment bien tout ce qui brille, comme les nains
dans Le Seigneur des Anneaux, dans ces types de jeux de rôle. Excellent, ouais. Ah oui, donc toi, tu es en train de pencher pour un Sogmien. Ouais, absolument. Et puis c'est vrai qu'on a eu aussi récemment cette nouvelle qui était assez... qui a eu un impact assez forte, où en fait il a été annoncé qu'au lancement de Sage, alors je ne sais pas si c'est au lancement de Sage ou au lancement de l'interface profil, mais bon, ça va de pair, hein, j'allais dire, on pourra changer de faction par rapport à la faction qu'on avait choisie au départ, quand tout a été lancé avec C'est ça. avec la première interface, le début de score, ça permettra de réajuster, ce qui est intéressant, je trouve. Ouais, parce que mine de rien, beaucoup de gens, je pense, ont choisi une faction au début, parce que si tu voulais de toute façon gagner des atlas avec tes vaisseaux, tu étais obligé de choisir une faction. On n'avait pas beaucoup de détails à l'époque, les guildes n'étaient pas forcément super formés comme aujourd'hui ou quoi. Donc je pense que beaucoup de gens ont choisi un peu par défaut sans trop savoir, et c'est bien de redonner ce choix maintenant qu'on entre dans le vrai gameplay pour finaliser. Oui, puis on savait pas grand-chose. Ouais. C'est ça, comme tu dis, on savait pas grand-chose des Moi, différents groupes, quoi. Je pense pas changer, perso. Par contre, je fais une spéculation que beaucoup de gens vont peut-être faire un move vers les Ustur ou les Oni, je sais pas. Je pense que beaucoup de gens ont pris Mud parce que c'est des humains, donc quand tu sais pas, tu prends ce qui est familier. Je pense qu'il va y avoir une certaine redistribution quand même. Puis surtout, je rappelle que on peut faire partie d'une faction sans pour autant incarner le peuple ou l'espèce de cette faction. Donc je peux très bien être un être humain qui est dans la faction Ustur. Attention. Enfin, si c'est encore à l'ordre du jour, mais à l'époque, peut-être plus tard. C'était ça le. Je pense qu'au début, on va quand même devoir choisir une espèce de sa faction. En tout cas, dans les premiers moments du jeu, tu vois. Mais je sais pas. Après, je pense que quand on aura les équipages, au final, tu n'auras pas vraiment un seul personnage, tu vois. Tu auras tous tes membres d'équipage. Et genre, je sais pas s'il y aura une distinction entre ton personnage principal, entre guillemets, et tes membres d'équipage. Ou si tous tes membres d'équipage peuvent être potentiellement ton perso principal et tu choisis celui que tu joues au moment même, tu vois. Alors, moi, j'ai souvenir c'est une vraie question, ça. Alors, moi, j'ai souvenir qu'il avait été dit, à un moment, tout ça, ça a peut-être bougé, que tu aurais un personnage principal, mais que tu pourrais incarner enfin, un peu comme dans Matrix, là où les agents Smith, ils peuvent prendre la possession, allez, j'allais dire, de n'importe quel citoyen de la matrice. Eh bien, tu pourras finalement incarner n'importe quel membre d'équipage que tu possèdes, mais tu auras quand même ce personnage principal, et ce qui fait qu'il y a une forme d'attachement finalement qui va se développer, donc où on va retrouver un peu ce côté jeu de rôle, où tu vas quand même avoir ton personnage principal auquel tu vas tenir à travers le temps, que tu vas peut-être booster, tu vas peut-être lui mettre, je sais pas, un bras bionique, etc., etc., et tu auras quand même un personnage principal. Et moi, ce que je me demande, c'est est-ce que tu crois, tu vois, c'est de la spéculation, parce que pour l'instant, on n'a aucune info là-dessus, mais est-ce que ce sera un personnage principal parce que tu choisis d'allouer plus de temps sur celui-là, donc genre, de ce fait, il devient plus XP, plus amélioré que les autres, donc il a donc ça devient par nature ton personnage principal, ou c'est ton personnage principal parce qu'avec les PNJ, tu as une certaine limitation, tu vois, avec ce que tu peux faire. Genre, par exemple, tu peux pas faire certains crafting, tu peux pas faire certaines choses, et tu es limité au fait que ce PNJ, il a fait une formation de pilote, et tu seras limité à faire devenir ce PNJ un très très bon pilote, tu vois, par exemple, je sais pas. J'espère pas. J'espère qu'on aura quand même la possibilité au final d'avoir un perso qui est peut-être bon à tout faire, mais que ça prendra un temps incroyable, quoi. Genre, tu vois, que ça augmente exponentiellement au fur et à mesure que tu lui apprends des nouveaux skills, quoi. Ouais, non, je parlais pas pour le personnage principal, plus pour tes PNJ secondaires, tu vois. Ouais, même pour eux, genre, si je veux passer 10 ans à développer un PNJ et qu'il meurt jamais, pourquoi je pourrais pas lui apprendre tous les skills, tu vois. Et de toute façon, j'allais dire, ton profil est immortel, quoi, on va dire. C'est-à-dire que même si tu as, enfin, tout ça, attention, c'est la spéculation toujours, ce qu'on dit. Mais et puis les souvenirs que moi je peux avoir des discussions qu'il y a eu dans la Foundation Room au fil du temps, mais vous savez très bien que ça bouge énormément à ce niveau-là, quoi. Il y a des choses qui sont dites, qui changent par la suite constamment. Mais ce que je veux dire, c'est que, mettons, tu as un personnage principal que tu incarnes, et que donc, comme tu dis, Darwin, tu lui alloues plus de temps, plus d'expérience, et donc, évidemment, il ressort un peu du lot. Mais si lui, il meurt dans le jeu, ton profil, lui, il existe toujours. Ton profil, il va pas être détruit, quoi. Et donc, ça veut dire qu'à ce moment-là, je suppose que tu donneras la prépondérance à un nouveau PJ, ou alors peut-être tu créeras
un nouveau personnage, un peu comme dans un jeu de rôle. Hein, mon personnage est mort, paf, je recrée une feuille de personnage. Et voilà. Ouais, c'est intéressant comme questionnement. Tu pourrais peut-être aussi hériter des skills. Enfin, si tu as cette notion de personnage principal, tu pourrais peut-être hériter d'une partie des skills que tu as développés sur ton personnage précédent, qui est une permadeath. Peut-être. De pas recommencer Une totalement espèce de réincarnation, quoi. Ouais. Réincarnation. Ils n'avaient pas parlé d'essayer de s'inspirer du jeu XCOM pour les personnages. Ah bah dans J'ai pas ce souvenir-là. Peut-être, ouais. Dans ce cas, si c'est psychologiquement, c'est mort de chez mort, quoi. Mais c'est rude. Bah, disons dans la mesure XCOM. En fait, XCOM, c'est un jeu où tu envoies une squad avec 4 soldats. Okay. Et si lors d'une mission, tu le perds ton soldat, il s'est mort. Tu l'as plus. Donc c'est peut-être un soldat que tu as eu pendant toute la campagne. Tout son XP, c'est ça. Si tu as fait 25 missions avec lui que tu le perds, bah t'as mal au cul. Ah, ça c'est sûr, hein. Je pense qu'il y aura quelque chose de comme ça, mais à mon avis, ce qu'il faudra distinguer, c'est qu'il y aura la progression du profil, c'est-à-dire le profil qui va gagner des points d'expérience, qui va monter en rang de conseil, donc qui va monter en niveau, et donc j'allais dire l'ensemble de tes assets bénéficieront du niveau de ton compte, et puis, comme tu dis, il y aura ce côté où tu auras des personnages in-game, que ce soit ton personnage principal ou des PNJ, qui eux, s'il meurt, eh bien, il meurt, quoi, pour la ligne, quoi. Et ça fait mal. Donc, ça fait mal. Donc, moi, je pense que tout sera perdu, quoi. Ce que tu vas préserver, c'est les avancées de ton compte. T'imagines ton personnage qui te donne un petit boost de 20% shield, tu le perds. Ah ouais, t'as raison. Ça te fait chier. Moi, je pense raison, c'est ce que Shipto avait dit. Ouais, c'est JDR, hein. Moi c'est ça, je pense. Moi, aussi, perso, j'ai déjà joué XCOM et quand tu perds un personnage où t'as fait 25 missions, où je joue en mode Iron Man, où j'ai 0 sauvegarde, je vous jure que ça fait chier. Moi, je pense pas. Hein. Je pense qu'il y aura aussi par rapport aux zones de la zone safe, la zone medium risk et la zone high risk. Donc, par exemple, en zone high risk, il disait que un escape pod n'est pas invulnérable, donc ton crew member peut. C'est ça. C'est ça. En gros, si tu font respawn ton vaisseau et que ton personnage il respawn pas, ça n'a pas de sens. Bah sinon, ça n'a pas l'intérêt d'avoir des rescue ships en fait. Bah, oui, non, mais là, c'est comme tu dis, Nono, ça dépend des zones. C'est-à-dire que ça dépend vraiment de la zone. En high risk zone, il n'y aura pas de respawn possible, quoi. Mais en vrai, Nono, je vois pas pourquoi est-ce qu'on perdrait pas même en medium risk zone le nombre d'équipage. Hein. Pour l'instant, en medium risk zone, ouais, tu peux perdre quelques équipages, je pense, et du stuff, mais. Je sais pas, en fait, tu l'achètes pas, c'est pas un NFT le monde d'équipage, donc c'est pas très grave. Il n'y a pas de burn. Ça va devenir. Il n'y a pas de burn de NFT normalement en medium risk zone. Donc, si ton membre d'équipage est un NFT, mais ton membre d'équipage n'est pas un NFT. Si. En tout cas, pas que. Il sera un NFT. Si, ça sera des NFT. Ça sera des NFT, ouais. Si, parce qu'en fait, ce sera comme tes composants de vaisseau ou comme n'importe quoi. Un membre d'équipage, ce sera un NFT qui aura donc les métadatas qui sont associés. Tu auras donc son expérience, l'entraînement qu'il aura eu. Ah oui, ce sera vraiment ton NFT. Et ce sera échangeable aussi. Tu pourras acheter des membres d'équipage sur le marché comme tu achètes n'importe quoi. En fait. Après, peut-être qu'en médium, il perdra un peu de compétences. De santé ou de choses comme ça. Mais moi, je ne serais pas contre une perte d'expérience des membres d'équipage s'ils meurent en medium risk zone, par exemple. Ouais, parce que je sais pas si c'est les discussions qu'il y a eu depuis, mais il y a un moment, il parlait de en medium risk zone, en fait, tu te fais resetter ton NFT, quoi. Tu le perds pas, il est pas burné, mais il revient à 0. Ou en tout cas, il perd des trucs, quoi. C'est une grosse punition. Tu perds pas l'investissement initial, mais tu perds le temps que tu as passé à monter le truc. C'est énorme. Ah oui, c'est énorme. C'était pareil pour les vaisseaux, je crois. C'est douloureux, ouais. C'est douloureux. Ça va bien se passer. C'est le risque, ma pauvre Lucien. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer, les mecs. Dans le lore, tu peux dire que c'est un espèce de clone, un truc comme ça, et puis tu récupères juste une version précédente, quoi. La précédente save. Ouais. Tu achètes des NPC Ustur, comme ça ils peuvent sauvegarder leur mémoire. Ouais, ils se transportent juste avant une seconde avant la mort, tu vois. Tu récupères des cubes. Ouais. En vrai, pourquoi pas. Ça se tient, hein, si c'est des NPC Ustur, why not? Ouais. Ça sera intéressant, ouais, comment ça va être mis en jeu ensuite, cette histoire de cubes. Un espèce d'héritage de réincarnation pour les Usturs et d'héritage génétique pour les humains et les aliens.
pour récupérer une partie des stats de ton PNJ qui est mort avant, et c'est genre son enfant ou un truc comme ça, tu vois. Ouais. Ça, tu peux faire des dynasties de PNJ, tu vois. Tu peux jouer à Crusader King dans Star Atlas. T'as trop regardé Foundation, toi. Et même en allant beaucoup plus loin, tu peux même imaginer du coup atteindre genre des stats que tu peux pas atteindre. Genre, je sais pas, imaginons genre t'as un perso est capé pour prendre 100 level max, en fait, peu importe son level. Imaginons, je sais pas, hein, c'est la spéculation totale. Et genre par exemple, les héritiers vont du coup commencer la vie avec un peu plus de points qu'un personnage normal. Du coup, ils pourront prendre ces 100 points en plus de ces points de base, etc. Tu vois. Et tu peux imaginer avoir une lignée de, je sais pas, une dizaine, quinzaine, vingtaine de PNJ différents. Et tu sais comment on a complètement pété qui sont pas atteignables. Tu sais comment on appelait ça dans les jeux de rôle, les jeux de rôle à l'ancienne. Vas-y. On appelait ça des gros bills, ce type de personnage. Je sais pas si c'est resté ce nom. Ouais, des gros bills, ouais. C'est-à-dire des personnages surboostés. Gros bills. Oui, je sais. Ah oui, tu faisais un jeu de mots tendancieux, toi. Et du coup, avec avec des caractéristiques surboostées, avec un sac magique dans lequel il y a une forteresse pliable, une baguette magique. Des persos tu peux pas tester, quoi. Dans 10 ans, on a des super Space Marine godlike, tu vois, des machins stoppables. C'est ça. C'est issu d'un héritage de d'autres persos, c'est ça? Ouais. Ok. Ouais, non, faudrait qu'il y ait une limite, hein, bien évidemment. Sinon, mais oui, évidemment. Tu veux pas créer un jeu où les mecs qui jouent depuis genre 10-15 ans sont genre impossibles à rattraper. Sinon, c'est la bataille de Farador, tu vois. Oui, c'est clair. Il y a ça sur Ark aujourd'hui. Il y a ça sur Ark, le jeu de dinosaures, là, je sais pas si tout le monde connaît. Ouais. Ah, je connais le nom, j'ai jamais joué, ouais. Okay. Bon, vas-y, raconte qu'est-ce qui se passe. Tu peux faire des reproductions pareilles, et en fait, t'as un certain nombre de points qui est alloué à ton dinosaure, qui va avoir... Ils peuvent être, par exemple, level 150 dans la nature sauvage, et si toi, tu les élèves, tu peux les monter jusqu'au level 420. Genre, le nombre de points, c'est la répartition de leurs stats. Ils vont avoir 420 points répartis dans la vie, stamina, etc., etc. Donc du coup, en fait, un gars qui commence le jeu aujourd'hui et qui arrive sur un serveur public ne peut pas rattraper quelqu'un qui est là depuis le début du jeu. Ouais, c'est terrible, ça. C'est terrible. C'est pas possible. En fait, t'es obligé de rejoindre des guildes de gars qui sont déjà là depuis longtemps. Ouais, donc c'est un jeu de gros bills avec des clans de gros bills et avec des communautés de gros bills. C'est Darwin. Les dinos sont des gros bills, C'est Dino pour Et ça casse complètement le jeu, t'as raison. C'est un peu la même chose sur des jeux comme Black Desert Online, par exemple. Il y a un peu cette notion-là aussi que les mecs... En fait, il y a des mecs qui farment comme des gorées depuis genre 10 ans et qui se... Enfin, peut-être pas 10 ans, le jeu est peut-être pas si vieux, mais ils se sont jamais arrêtés, en fait. Et comme le jeu a pas de level cap, mais que juste, en fait, le niveau d'expérience nécessaire pour passer au prochain niveau augmente de manière exponentielle, ben, si t'es pas en train de farmer comme un no-life depuis genre les 5 dernières années, ça sera impossible de rattraper les mecs qui sont genre level 63, 64, tu vois. Tu pourras monter Comment ça s'appelle aussi sur Ark, comment ça s'appelle ce jeu-là? Black Desert Online, qui est un super jeu, hein, mais juste... Si tu joues... gros jeu PP. Ouais, si tu joues, abandonne complètement l'idée d'être compétitif avec les mecs qui sont genre au top. Si t'es pas genre, si t'as un emploi et genre une vie, ça c'est mort. Et même si tu joues comme un no-life, ça c'est chaud de rattraper. Je sais pas, Winston, si c'est le même problème sur le jeu dont tu parles ou sur Ark, mais un des problèmes que je vois là-dedans, c'est aussi la taille de la map. C'est-à-dire que t'as pas assez d'espace pour les gens qui sont là depuis 10 ans. Et les nouveaux joueurs, tu vois ce que je veux dire? Non, là c'est juste une question d'investissement de temps en fait sur la longueur, quoi. En fait, c'est au bout d'un moment où un mec s'arrête jamais de farmer pendant genre des années, bah il a trop d'avance sur toi, tu le rattraperas jamais, quoi. Oui, mais s'il fait sa vie loin sur... Mais s'il fait sa vie imaginons s'il fait sa vie par exemple loin dans un système spatial qui de toute façon te concerne pas parce que c'est pas ton niveau. Pas, quoi. Là, c'est pas la même chose. Ça t'affecte absolument pas, tu vois. Là, c'est pas la même chose parce que il y a quand même un certain nombre de forteresses à se disputer, ben, tu seras toujours contre ces mecs-là tôt ou tard, quoi, tu vois. Ouais. C'est tout le monde a les mêmes zones de paix. Alors après, là, il y a les. C'est ça, tu vois, c'est un manque. T'as plusieurs serveurs après, tu vois, donc tu peux toujours jouer avec les nouveaux serveurs, machin, mais il y a suffisamment de gens comme ça pour que genre ce soit gênant au bout d'un moment, quoi. Bah dans Ark, le problème, c'est chronophage, tu vois. Donc au bout d'un moment, le mec, il a atteint des levels max, il a juste envie d'aller casser des baraques des autres et d'aller tuer tout le monde, tu vois. Donc t'as plus que ça à faire, il y a rien d'autre à faire. J'ai laissé le jeu. Mais moi j'ai laissé le jeu à cause de ça. Il y avait des Tandians qui arrivaient de partout dans Ark. Ils m'ont détruit. Des Tandians qui arrivent de partout. Non mais c'est vrai. Je suis curieux sur Eve Online, c'est un problème ça ou pas? Bah sur Eve Online en fait, quand tu sais plus quoi en foutre de ta thune, parce que c'est vrai qu'on fait des vaisseaux et on va chez des mecs juste pour les péter, quoi.
Bah, c'est le but, quoi. Mais est-ce que en fait, il y a des coalitions, genre des guildes ou même des joueurs dans EVE Online? Je suis dans une coalition de 48 joueurs. Ouais, mais d'accord, mais qui sont genre, je veux dire qui sont impossibles à rattraper, tu vois. Dans le sens que si aujourd'hui il y avait ça dépend. Il y avait une nouvelle coa qui se créait avec que des nouveaux joueurs. Est-ce que dans genre 1 an ou 2, ils seraient capables de rattraper le gap, tu vois, genre de faire, de se défendre? C'est possible. Ouais. Ah, c'est possible. C'est bien. C'est possible. Ça, tu vois. Oui, c'est possible. Après, tu sais, dans EVE, c'est t'as la qualité de tes feat commanders qui font la différence dans les combats, mais t'as aussi le nombre qui fait la différence. Quoi. Parce que tu vois, t'as beau avoir un super feat commander, si en fait sont 2 fois plus nombreux que toi. C'est pas juste une question d'avoir un bonhomme super cheaté qui va changer le cours de la bataille. Non, ça change rien parce que tu vois, par exemple, moi, il y a une alliance qui a été créée récemment. Je dis récemment, c'est 3-4 ans. Au départ, c'était des gros noobs. Hein, d'abord, l'alliance, elle s'appelait, c'était quoi déjà, Brave Newbie, tu vois, donc ça porte bien son nom, tu vois. Et au départ, tu sais, moi je m'en souviens, justement c'est chez eux où on est arrivé à 15 et on défonçait des fleets de 50, quoi, parce que les mecs sont vraiment nuls, quoi. Ils font vraiment n'importe quoi et tu les tues un par un. Mais sauf que quand ils sont coordonnés avec un bon fleet commander et que maintenant aujourd'hui ils ont de l'expérience, ça fait comme une force de frappe, quoi. Donc ils sont comme une alliance où ils sont 5000 joueurs et faut faire gaffe. En tout cas, je sais que bien ton échelle de temps 3-4 ans, tu sais. Dans les premières interviews de Michael, il disait en tout cas qu'il voulait surtout pas faire un jeu chronophage et que ce soit un jeu qui soit tout le temps en expansion, quoi. Donc, ouais, j'espère. Ouais, j'espère parce que sinon quand ça. Après, Nono, je te cache pas que sur F, c'est très chronophage. Hein. Oui, c'est genre à part farmer et partir en combat pour les casser les structures des mecs, tu vois. En fait, c'est du contestation permanente de territoire. Et sinon, c'est farm quand c'est en temps de paix, c'est tu farmes pour renforcer ta flotte, quoi. Ouais, bah oui. Après, mais après, t'es obligé parce que sinon, tu te fais évict, en fait. Ce qui sera bien dans Star Atlas, c'est que c'est Web3 et il y a toute une économie, donc il y a tout à. Oui, et puis il y a de l'argent en jeu, il y a plein de choses. Ouais, je sais, mais tu pars du principe. Le truc, c'est que imagine que toi, t'as un secteur en zone haut risque. C'est sûr que il y a des gens qui vont convoiter ton territoire, en fait. Donc, ils vont essayer de t'évicter. Moi, je suis sûr qu'il y aura des... Si tu prépares pas tes troupes, en fait, à une défense perpétuelle, à un renouvellement, à des recrutements et que tu renouvelles pas tes vaisseaux, tu vas te faire évicter au bon moment. Si les mecs, ils viennent plus nombreux que toi, en fait, t'as 2 façons de régler le problème. Soit, toi, t'es hyper diplomatique et que tu concèdes une partie de ton territoire. Soit, tu fais fuck off et venez, on vous attend, quoi. Mais enfin, souvent c'est comme ça que ça commence. Quoi. Pour répondre et souvent quand c'est fuck up, je vous attends. Vous avez intérêt d'avoir des bad fun et des alliés à côté. Hein. Parce que quand les mecs ils débarquent. Ouais. Parce que souvent quand les mecs ils débarquent, t'es au courant. Et en fait t'as 2 solutions. C'est soit tu commences à préparer tes troupes et à préparer l'effort de guerre. Donc tu commences à rapatrier toutes tes munitions, tes troupes de combat et tu commences à préparer tous tes alliés pour défendre. Soit la deuxième solution, c'est tu commences à déménager. C'est souvent comme ça que ça se passe parce que les mecs ont pas envie de tout perdre. Mais je pense que ça sera assez similaire. Ça sera assez similaire dans Star Atlas à ce niveau-là. Ah, sur un risque, il y a de grandes chances. Oui, soit tu joueras la diplomatie et d'ailleurs, il y a tout ce qui est gouvernance aussi derrière, en interne dans le jeu. Donc, cet aspect-là, il va être bien pris en compte. Et après, tu as aussi le côté un peu guerrier, pirate, et tout ça qui rentre en jeu. Donc, voilà, à nous de faire les bons choix au bon moment, quoi. J'y réfléchissais un peu à cet aspect diplomatie, justement, dernièrement, là. Genre, je me disais, en fait, si tu as une faction ou les guildes principales, en tout cas, qui font la majorité de la population de la faction, surtout en ce moment, en fait, au lancement de Sage, où on est quand même... Star Atlas, ça va pas être un jeu avec genre des dizaines de milliers de joueurs dès le début, tu vois. Je pense qu'on va être relativement une petite communauté au début de Sage. Donc, en fait, mine de rien, faire la politique d'une faction, ça peut être... un truc assez réalisable dans le sens où on aura peut-être 3, 4, 5 guildes qui font une grosse faction, quoi. Et plus plein de guildes de moyennes et une infinité de petits groupes autour, tu vois. Et ce sera pas si difficile que ça d'orienter une diplomatie, en fait. Dans le sens se dire, ça m'étonnerait pas que genre dans les premiers mois de Sage, on voit potentiellement des alliances temporaires entre factions, tu vois. Genre on team up sur une faction ou sur une autre. Donc, évidemment, tout le monde ne respectera pas forcément les accords, tu vois. Genre il y aura toujours des petits groupes qui feront leur vie. Mais ça m'étonnerait pas de voir des directions comme ça, tu vois. Genre des... De toute façon, là, les alliances, elles ont déjà commencé à être établies. Hein. Je sais pas, vous de côté Oni, mais nous, chez Mud, on a déjà commencé à planifier le truc.
Entre factions, tu veux dire? Entre factions, ouais. Non, entre guildes, tu veux dire, non? Non, entre guildes de la même faction, on va dire. Ouais, c'est ça. Ah, oui. Entre guildes de la même faction. Okay. Interfaction, quoi. Ouais, non, moi je parlais de vraiment interfaction, genre en mode je sais pas moi, les Muds et les Usturs qui s'allient contre les Oni ou à l'inverse, peu importe, tu vois, genre. Genre comme Dark Age of Camelot. Ouais, voilà, quand il y a une faction qui devient trop forte, en fait, les deux. Ça, et on les attaque à 6h du matin, c'est ça, ouais, normalement, ça arrive naturellement, tu vois. Genre, quand une faction commence à overwhelm, les deux autres team up et disent bon. Et il n'y a même pas besoin de diplomatie pour ça en général, c'est juste genre l'accord inconscient, tu vois. Un arbitrage naturel. Ouais. Mais en vrai, les accords entre factions, on va dire, les alliances entre factions, elles vont être compliquées parce que si tu as une guilde Mud, par exemple, qui s'entend bien avec une autre guilde Ustur, bon, tout va bien. Mais si, par exemple, il y a une autre guilde Mud qui s'entend pas avec une autre guilde Ustur, ça va créer des soucis, tu vois. Pourtant, il y aura des alliances interfactions et ça va être marrant. C'est pour ça qu'en fait, c'est vachement important d'avoir un commandement, un haut commandement, on va dire, dans ta faction, où genre les officiers, les leaders des grosses guildes s'entendent à peu près. Pour l'instant, tout va bien, donc on est genre dans le pacifisme avant que le jeu se lance. Une fois que ce sera lancé, qu'il commencera à y avoir des intérêts divergents et tout ça, ça pourrait devenir un peu épicé, quoi. Et d'où l'intérêt d'avoir 3 factions, quoi. Ouais, parce que complètement. Grob qui demandait est-ce qu'il y aura une map niveau univers pour Star Atlas, genre proche de l'infini? Non. La map en tout cas est pas du tout infinie. Pour ce qui est de Sage, en tout cas, on n'aura que 51 systèmes, c'est ça? C'est ça, mais il faut noter que ça va être en expansion, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que le nombre de joueurs va augmenter. C'est censé être dynamique avec le nombre de joueurs, ouais. Mais en tout cas, quand on va commencer, on aura quand même une cinquantaine de systèmes, ce qui est relativement peu. 51, ouais. 51 systèmes, ouais. Oui, c'est qui comprennent aussi les systèmes. Comment? 50 systèmes, c'est que dalle. Ouais, mais c'est 51 systèmes hors Aeric Zone, hein, je crois. Hein. Ouais, et puis ça compte pas. Aeric Zone, elle n'est pas encore en jeu, au début. Voilà, elle n'est pas comptée dedans, et après ils ont dit qu'ils allaient étendre ce qu'ils appellent l'étendue de Gallia. En fait, Gallia, c'est la galaxie qu'on va avoir au début, qui va s'étendre, donc on va avoir des systèmes normalement qui vont se rajouter, puis il y aura ceux de l'Aeric Zone. Et puis, au début du projet, je sais qu'ils parlaient après de génération procédurale pour quand on sera dans Unreal Engine, mais bon, je sais pas si c'est toujours d'actualité. Oui, en fait, étendre le monde après, quoi. Potentiellement, il n'y a pas de limite, quoi. Après, il y aura une limite qui sera capée sur le nombre de joueurs. Puis avoir aussi l'échelle des distances, on va dire, entre chaque système, tu vois. Si ton vaisseau, il met, je sais pas moi, 4 heures pour aller d'un système à l'autre, tu vois, déjà, ça prend du temps. Et donc, l'échelle, elle est agrandie. Si tu mets 12 heures pour aller d'un système à l'autre, tu vois, c'est encore pire et ainsi de suite. Donc, tout dépend aussi de l'échelle qu'ils ont décidé de placer. Tout à fait. On parle de système, mais en fait, il y aura aussi les fameux dark sectors, hein, les secteurs sombres entre les systèmes, enfin entre les systèmes avec les planètes. C'est-à-dire que tu as un système solaire avec donc une étoile, des planètes qui tournent autour. Et entre ces systèmes, tu pourras donc warp d'un système à l'autre directement, ou tu pourras aussi voyager en vitesse normale à travers les dark sectors. Donc il y aura des zones intermédiaires qui seront vides en fait, hein, qui auront peut-être des astéroïdes ou pourquoi pas des rock planètes, hein, des planètes un peu perdues qui sont sorties de l'orbite de leur étoile, qui peuvent se trouver aléatoirement dans des dark sectors comme ça. C'est possible aussi. C'est un truc qui existe dans la réalité. Mais, ou bien ma flûte en embuscade. Ouais. Ou bien, des petites flottes laissées au hasard, ou des champs de mines, ou tout ce qu'on peut imaginer. Mais, alors après, Grob, est-ce que ça veut dire que chaque système aura une faune, une flore, des écosystèmes, une culture, etc. Je sais pas si ce sera aussi loin, en tout cas pour le jeu par navigateur. Je pense qu'on aura surtout des planètes avec des ressources différentes, et que après, ce système sera détenu par une faction, et ça s'arrêtera là, je pense, honnêtement, pour Sage. Ouais, c'est ça. Ça sera progressif. Il y a quand même l'histoire des types de planètes, en fait. Donc, il y a forcément un écosystème et une faune, une flore qui va être un peu spécifique à chaque type de planète. Les ressources vont dépendre du type de planète, je pense aussi. Ouais, toutes les planètes ne sont pas les mêmes, tous les systèmes ne sont pas les mêmes. Mais
quand il pose la question, j'ai envie de lui répondre oui sur Unreal, mais sur Sage, on peut pas vraiment dire oui. Est-ce qu'il y aura une faune, flore, écosystème, culture vraiment différente? À vue d'œil. Oui, ça le sera parce qu'on va bien devoir miner des ressources qui seront différentes, que visuellement, ces planètes seront différentes. Je pense que reste un jeu stratégique grande échelle, quoi. Tu vois. Oui, mais je pense qu'ils ont tout intérêt à l'implanter parce que tu as quand même les catégories de vaisseaux d'explos, etc. Tu vois, où tu dois faire de l'analyse de planètes et ainsi de suite. Donc je pense que pour moi, c'est important qu'ils le mettent en place. Si tu as plusieurs planètes telluriques, des planètes glaciaires, des planètes volcaniques, j'en sais rien, tu vois. Et tu auras les géantes gazeuses et ainsi de suite, tu vois. Donc ça, déjà, à vue d'œil, même dans Sage, tu pourras peut-être les remarquer à vue d'œil. Et je pense qu'il y a tout intérêt à qu'ils étendent ça, quoi. Ouais, Sage, faut comprendre de toute façon, enfin on le sait tous, que de toute façon ça va être progressif. Donc c'est comme le jeu sur Engine. Voilà, on va avoir différentes itérations, différentes nouvelles versions qui vont être lancées et chaque fois on aura un niveau de détail, un niveau de complexité de jeu qui va s'approfondir. Et tout à l'heure, je voulais rebondir sur un truc, je sais plus ce que tu avais dit, Nono, mais justement, moi, ça m'avait fait penser au fait que c'était, tu faisais une comparaison avec EVE Online et avec le FURF. Je sais plus qui c'est qui disait, c'était peut-être pas Nono, pardon. Avec le fait de dire qu'à un moment, tout ce qu'il y avait à faire, c'était soit de farmer, soit aller taper sur d'autres personnes. Voilà. Et c'est là où j'avais envie de dire, et c'est là justement où dans Star Atlas, il y a le lore, quoi. Et pour moi, c'est ça la grosse différence. Vous savez bien que c'est ce qui Prolore. Voilà, Prolore. Voilà. Et le fait qu'il y a le lore, pour moi, ça change tout parce que il y aura pas que ce choix entre farmer ou taper. Enfin, farmer de manière basique, hein, c'est-à-dire aller récolter tout ce que tu peux récolter, mais il y aura aussi ce niveau de lore qui permettra de faire des espèces de quêtes, des explorations, voilà, relever des challenges particuliers comme trouver un temple caché, trouver un truc machin, ou bref, trouver le roi pirate. Enfin, il y aura mais clairement, ouais. C'est ce que je voulais préciser, et du coup, je suis d'accord avec toi. Mais c'est vrai que pour moi, la seule chose qui peut différencier Ark de d'autres jeux comme Ark ou EVE Online, c'est vrai qu'au bout d'un moment, c'est un peu redondant, c'est la diversité du gameplay. C'est de réussir assez de gameplay diverses de qualité. Et c'est vrai qu'à travers le lore, ça s'y prête très très bien en plus. Donc. Ça s'y prête très bien, ouais. Et c'est pour moi aussi vraiment cette opportunité de pouvoir accueillir des joueurs solo, quoi. C'est-à-dire, voilà, je suis un joueur isolé, j'ai envie de m'éclater à Star Atlas, je peux très bien y aller avec mon vaisseau et puis m'amuser tout seul sans rentrer dans le grand schéma des choses, des combats, enfin tout ce qui va se passer au niveau géopolitique ou cosmopolitique, c'est-à-dire toutes les différents enjeux entre les factions, entre les différentes DAC, entre les guildes. Voilà, tout ça, je peux très bien me tenir à l'écart de tout ça et être un peu l'aventurier solitaire ou l'aventurier opportuniste comme un solo, voilà quoi. On peut même imaginer, tu vois, en allant même plus loin, qu'il y ait des gars en fait qui partent même pas en fait en exploration et qui découvrent même. Il peut y avoir des gameplays particuliers, je sais pas, comme les courses de vaisseaux à terre ou des choses qui soient assez développées et riches pour que des gars se consacrent 100% à ça. Mais imaginons que tu aies une petite scène e-sport qui se monte autour d'un certain type de course ou quoi, avec des bons rewards et des bons prices alloués par la DAO ou autres. Et ça se trouve, tu as des mecs qui vont passer des centaines d'heures et des centaines d'heures, ils vont jamais décoller de la planète où ils sont en fait. Justement, moi, pour rebondir là-dessus, c'est parce qu'on compare souvent des Ark, des EVE Online, etc. Et en vrai, il faut pas oublier que Star Atlas, c'est du Web 3, le reste, c'est du Web 2 dont on parle. Et clairement, quand tu as la crypto qui est en jeu, tu as des récompenses où tu sais qu'après, tu vas pouvoir l'échanger contre des dollars, et ainsi de suite. Cet aspect-là, il n'est pas négligeable. Et ça te donne envie encore plus de jouer. Tu vois, donc Star Atlas, ils ont tout intérêt, bien sûr, à ajouter des quêtes et à rendre le jeu surtout pas chronophage, quoi. Donc, ouais, c'est clairement. Si le jeu est vraiment une purge en termes de fun, que c'est chiant, honnêtement, que c'est juste un clicker ou plus rien parce que tu espères toucher une récompense, au final, l'issue inévitable de ça, ce sera un jeu qui sera dominé par les bots et quelques no-life qui espéreront toucher leur revenu là-dessus. Quoi. Mais enfin, c'est
ouais, ce qui est souhaitable, clairement. Bah, j'espère qu'ils sont plus intelligents que ça. Et l'histoire l'histoire des levels, par exemple, il me semble qu'il y a aussi, vu qu'on parle des époques, donc le but c'est qu'il y a beaucoup de reset. Enfin, il va y avoir pas mal de reset où tu reviens avec un joueur, on va dire un peu, tu recommences en level 1, quoi. Donc ça aussi c'est agréable parce que, finalement c'est ce qui va faire en sorte que, tu continues à jouer, mais que tu peux toujours rattraper quelqu'un d'autre et ainsi de suite. Tu t'imagines, les nouveaux joueurs qui arrivent sur le jeu, tac, ils se font défoncer à la première minute où ils arrivent. Ah non, le jeu il va attirer personne et je pense pas que Atlas ils ont envie de faire ça, quoi. Je suis pas sûr que les époques ça concerne, ça va resetter ton ça. joueur, hein. C'est juste pour les récompenses rewards, que tu, voilà, c'est lié aux rewards, mais pas au niveau de ton joueur. Sinon, t'as la possibilité de faire progresser ton arbre de compétences, en fait. C'est ça, c'est uniquement pour les rewards d'Atlas, ouais. On calcule ton nombre de points de loyauté, voilà. Mais et rappelons. Quand même, pour répondre à ça, même si ton arbre de compétences n'est pas reset, parce que les époques, justement, oui, en fait, les époques, c'est ce qui détermine sur une période déterminée, donc ça peut être 24 heures, ça peut être une semaine, on ne sait pas exactement. Tu toucheras donc ta récompense en Atlas par rapport à ton activité dans le jeu. Mais même si tu gardes ton arbre de compétences et que du coup, il y aura des gens qui joueront depuis des années et qui auront un perso très avancé, je pense pas que ça va gêner forcément les newbies parce qu'il faut voir peut-être ça dans un contexte. Je sais pas si vous jouez à Foxhole par exemple ou un truc comme ça, genre tu peux être un newbie total et rejoindre un effort de guerre commun en fait et genre juste ne pas forcément pâtir du fait que des gens jouent depuis des années quoi, tu vois. Genre, tu rentres juste dans une organisation plus grande que toi, tu vois. Tu comprends pas forcément tout ce que tu fais ou pourquoi tu es là ou quoi que ce soit, mais tu rentres dans l'aspect communautaire du truc, les gens t'expliquent au fur et à mesure et tu comprends finalement comment le jeu fonctionne. Mais il y a quand même de la place pour les newbies, justement. Au contraire, t'as envie d'emmener de plus en plus de gens dans ton équipe, quoi. Ça te force un peu à rejoindre une guilde, quoi, dès le début. Oui, c'est pas une mauvaise chose, je trouve. Un MMO, c'est fait pour jouer. Ouais, c'est clair. Et puis il y a l'histoire des 3 zones qui fait que t'es pas obligé de t'exposer tout de suite à la zone warrior où tu vas te faire défoncer, quoi. Tu peux commencer par chiller dans la zone safe, commencer à développer un peu tes compétences, machin, avant d'aller t'aventurer dans des zones plus risquées, quoi. C'est ça. Donc ça permet toujours à des nouveaux d'arriver et de pas se faire poutrer dès le départ, quoi. C'est pas le casino complet où tu mets de la thune pour acheter un vaisseau et genre tu rentres dans le jeu, tu te fais burn instant et genre bon allez salut je m'en vais quoi. Après là, pour retourner un peu dans le theory crafting, est-ce que vous pensez que les joueurs, nos personnages du coup auront peut-être une durée de vie? C'est-à-dire, alors je sais pas, j'aimerais bien moi perso. Ouais, t'aimerais bien? J'aimerais bien parce il en a été question. Il en a été question, effectivement. Ça évite d'avoir des persos genre vieux de 10 ans qui sont jamais allés dans la zone à haut risque et qui continuent de, tu vois. Ça crée quand même parce qu'au final, si on n'a pas cette durée de vie, si on n'a pas et je parle des personnages, mais je parle même des vaisseaux. Je pense qu'il devrait y avoir des vaisseaux, des composants. Je pense que tous les objets dans le jeu devraient avoir une forme de decay, tu vois, genre une usure qui peut être réparée, mais qui au bout d'un moment, t'arrives vraiment au bout du bout et le truc il est trop usé et genre faut changer, quoi. Et ça pourrait prendre des années IRL, hein, je parle. Mais au bout d'un moment, c'est important que les vaisseaux disparaissent parce que sinon, tu te retrouves avec, au bout de plusieurs années, avec un paquet de membres d'équipage, de vaisseaux, de composants, genre super cheatés, tu vois, qui disparaissent jamais. Et si tu veux un truc qui garde sa valeur, c'est important que des choses. C'est un système de burn au-delà de la zone à haut risque, en fait. Tu vois, parce que des gens vont aller dans la zone à haut risque, mais pas tout le monde. Et comme dans la vraie vie, quoi, les voitures qui au bout d'un moment, elles ont fait leur temps, quoi. Après, il y a déjà le cas pour les vaisseaux, en fait, où tu dois les réparer. Alors après, est-ce que on peut les réparer infiniment? Je sais pas. Faudrait voir si c'est intéressant ou pas de mettre une durée de vie. Voilà. Moi, je pense que ça serait et après, bien. La durée de vie des persos, il en était question. Je sais qu'il y avait eu des discussions dans la Foundation Room à ce sujet, mais je sais pas si ça a été réabordé depuis. Ça pourrait même avoir des effets visuels en fait sur ton vaisseau, hein. Je sais que Star Citizen par exemple faisait ça. En tout cas c'était un plan que genre au fur et à mesure que ton vaisseau
est détruit et réapparaît, au bout d'un moment, bah, il commence à avoir une apparence un peu cabossée, tu vois. Genre, il a été réparé 10 fois, 15 fois, 20 fois. Au bout d'un moment, ton truc, il est juste cassé, quoi, tu vois. Donc, il a cet aspect un peu... il est plus flambant neuf qui sort du concessionnaire, tu vois. Genre, j'ai envie de dire, dans un marché où tous les vaisseaux sont des NFT, est-ce que c'est pas presque obligé, d'un moment ou l'autre, d'intégrer une sorte de taux d'usure, en fait Bien sûr, oui. Je veux dire, si on veut comparer les vaisseaux à des automobiles, par exemple, les automobiles, elles sont pas immortelles. Il y a un moment, elles ont un nombre d'heures, entre guillemets, maximal d'utilisation, ou un nombre de kilométrage. Mais ça se restaure. Oui, ça se restaure, mais on peut imaginer, par exemple, que tu aies certaines grosses casses, comme, je sais pas, imaginons, tu casses la structure même de ton vaisseau, que si tu veux le réparer, il te faut 2 vaisseaux avec plus de 40% de taux d'usure encore. Tu vois, quelque chose. Enfin, je sais pas. Non, mais oui, je comprends ce que tu veux dire. Et ça amènerait une sorte de burn naturel en plus de celui qui se passera en zone 3. Du fait que tu peux pas juste garder un vaisseau et le laisser dans le garage. Imaginons même intégrer dans le taux d'usure le fait que ton vaisseau ne puisse ne pas démarrer directement, tu vois. Sinon, le mec, il comprend que finalement son coût pour restaurer son vaisseau intégralement, ça lui coûte plus cher que s'il va en racheter un nouveau. C'est ça, et se débarrasser de celui-là au prix qu'on lui propose et en racheter un autre, quoi. Ouais, en pièces détachées et puis t'en rachètes. Oh non, obsolescence programmée, quoi. En vrai, il y a des jeux, pas mal de jeux même d'ailleurs, où par exemple, moi je joue à Escape from Tarkov. Bah, par exemple, au bout d'un moment, tu répares ton arme, tu vois, mais bah, finalement, tu peux plus la réparer et la remettre à 100%. Donc, première fois où tu vas la réparer, elle va être à 70% de sa capacité. Et si tu la répares une deuxième fois, bah, tu pourras plus la mettre à 70%, elle sera qu'à 65, et ainsi de suite, tu vois. Oui, c'était la même chose dans Star Wars Galaxies à l'époque, parce que, en fait, si tu n'as pas un système d'usure comme ça, le crafting ne sert à rien. Parce qu'au bout d'un moment, tout le monde sera stuffé. Tu auras ton super item de la mort qui tue qui va jamais se détériorer, et genre, bah, du coup, t'as plus jamais besoin d'un crafter de ta vie, quoi. Genre, t'as le meilleur item du jeu, donc c'est bon. Ça disparaît jamais. Ouais, donc c'est absolument obligatoire, je pense, à long terme. Et ça peut prendre longtemps, hein. Moi, ça me dérangerait pas que ça dure. Un vaisseau, ça devrait quand même te durer des années, tu vois. Genre, mais si tu joues tous les jours pendant des années, de toute façon, tu auras normalement accumulé assez de rewards pour genre te racheter un nouveau vaisseau, voire plusieurs nouveaux vaisseaux. C'est ça, mais tu vois, on peut même penser à l'échelle des modules, tu vois, ou par exemple, tu as des tourelles gunner qui sont usées, tu vois. Du coup, soit tu décides imaginons le marché propose ensuite de racheter, tu peux acheter des petites tourelles gunner sur le marché, bah, soit tu décides de les remplacer directement, soit tu les répares, tu vois. Mais du coup, le fait de les réparer, bah, ça a un coût sur sa vie, quoi. Et ainsi de suite. Ça pourrait être pas mal. Et d'ailleurs, ça pourrait développer ensuite vraiment tout l'aspect mécanique du vaisseau, quoi. Tu t'imagines, changer la coque, changer ci, changer ça, le moteur. Et même après, on peut aller plus loin. On peut même imaginer que je sais pas, imaginons tu veux faire une mission un peu suicide sur un giga vaisseau capital, mais t'as pas trop les moyens d'avoir un vaisseau plus gros ou de construire une grosse flotte. Tu peux imaginer de récupérer toutes ces pièces détachées un peu cassées de tout le monde et les racheter pour pas cher pour créer un vaisseau complètement pourri qui aura une durée de vie d'une demi-heure, mais qui aura suffisamment d'armement pour faire exploser une planète, je sais pas. Mais on peut imaginer ce genre de mécanique. Du coup, ça ouvre une infinité de possibilités de mettre C'est ça. Et un taux d'usure à tous les NFT, tous les NFT en fait, parce que la mort sur un PNJ, c'est un taux d'usure quelque part. Donc c'est. Oui, c'est le même système pour tout, hein, que ce soit les PNJ, les composants, les vaisseaux. C'est ça. Et moi, je dis destruction de vaisseaux dans toutes les zones. Ouais. Bah, ce serait radical, mais ça découragerait beaucoup de gens pour le coup. Mais d'ailleurs, vous, sur EVE Online, Tondion, vos vaisseaux, quand vous les réparez, ils prennent un taux d'usure ou pas? Pas du tout. Ok, c'est infini, quoi. On peut réparer à l'infini, ouais. Mais en général, en fait, si tu veux, les vaisseaux où t'as le meilleur stuff, c'est souvent les vaisseaux que tu t'en sers que pour le PvE, quoi. En PvP, tu sors jamais un vaisseau avec des modules au-dessus du T2, quoi. Parce que ça vaut pas le coup, en fait. Si tu perds dans EVE est assez importante. Tu perds dans un combat, enfin, genre, ça vaut tellement pas le coup, quoi. Mais imaginons, tu as une grosse mission PvE qui t'emmène à côté d'un giga théâtre de guerre et il y a des gens qui te tombent dessus, tu vois. T'as intérêt à t'es mort. T'es mort. C'est ça le truc dans EVE aussi, c'est que même si tu meurs en PvE, tu perds ton vaisseau en fait. Oui, même en PvE, tu perds ton vaisseau.
Pas de. C'est un jeu qui est impitoyable. Hein. C'est violent quand même. C'est impitoyable. Hein. Parce que tu peux même te faire ganker même en empire. Tu sais, en safe zone. Oui. Parce que dans Evil 9, les mecs, ils peuvent se suicider sur toi. Je me souviens que j'avais vu une vidéo, les mecs étaient spécialisés là-dedans, c'était les assassinats en zone safe. Bah, t'imagines. Les mecs avaient des vaisseaux, des bombardiers, là, et puis genre, ils savaient qu'ils allaient tous se faire fumer par la police instantanément. Mais si t'arrives à rassembler assez de mecs pour tuer genre un vaisseau, et ben t'arrives quand même à instant kill le mec, en fait, parce qu'il y a juste tellement de gens qui vont sur lui. Et tous les assassins meurent d'un coup, mais le mec est mort aussi. Et après, t'as le typiquement sur Eve, ce qu'on fait. Alors moi, je sais que je l'ai déjà fait une fois, hein, mais c'est pas trop mon style de jeu parce que c'est pas drôle. Je sais pas souvent ce qu'il fait, c'est que par exemple, imaginez un freighter qui est rempli de soutes, genre rempli de chez rempli, et les mecs ils arrivent à 50, ils vous one shot, ils one shot le freight. Et après, ok, les mecs ils perdent toute leur flotte. Et après, il y a les mecs qui ramènent un autre personnage pour looter tout ce qui était drop, quoi. Donc les mecs, en fait, ils sont du blé comme ça. Mais si tu lootes le truc, en fait, ça te met un flag aussi. Ouais, mais c'est pas grave, parce que là, c'est pas une agression. Ah, donc tu te fais pas instant kill si tu lootes un mec mort, quoi. Non, parce qu'en fait, tu prends un vaisseau neutre qui n'a pas du tout intervenu dans le truc. D'accord. Ah, j'aime bien quand ça commence à parler en langage de gamer. Oh, ça. Si tu instant loot en one shot non kill et que l'autre il est reset en 3P. Bon, les amis, je vous sens partis jusqu'au bout de la nuit, je le sais. Et vous savez qu'à ce moment-là intervient le terrible Morpheus qui vous dit ça va être l'heure de la question parce qu'on s'approche de la fin de notre brew. Et une nouvelle pour la communauté, la question. La question, c'est une bonne nouvelle. La question, c'est quelle sera la question. Et surtout, pourquoi on pose une question cette semaine parce que moi, alors évidemment, l'homme, il a déjà écrit la réponse, les gars. Voilà, c'est ça ce que j'allais dire. Alors évidemment, on va en ban quelques-uns directs. Je te laisse t'en charger, Darwin. Hein, voilà. Ah non, c'est moi. Wilson, c'est les récidives, les récidivistes là. Il les connaît. Bon, en même temps, c'est mérité. Bon, aujourd'hui, en plus, on est un peu moins dans le brew, donc il y a que les sauvages. Donc, vas-y, Winston, balance la question. Oui, d'accord, mais juste avant que je balance la question, c'est quoi le prix? Bah, on sait pas en fait. Okay. C'est une bonne question, ça aussi. Ouais. Alors, voilà, il y a un prix. La question de la semaine, qu'est-ce que vous gagnez pour la question? Il y a un prix. Parce qu'on nous a dit qu'on passait au Vesus solo. Je sais pas s'il reste des Fimbulls à gagner ou pas. Je sais pas, j'ai plus le wallet, je l'ai. Donc un vaisseau, vous gagnez un vaisseau Star Atlas cette semaine. Ça peut être un Fimbull lobby ou un Vesus solo, mais on n'est pas sûr. Donc Santi nous donnera la réponse. Mais c'est sûr que c'est un des deux. Ça, c'est voilà, un des deux. Des deux. Comme d'habitude, vous nous postez la réponse par écrit dans le canal Atlas Brew. Et la question de la semaine, donc pour un vaisseau Star Atlas, un Vesus solo ou un Fimbull lobby. Sur le marketplace Star Atlas, combien de vaisseaux sont disponibles en vente? Putain, elle était rapide l'autre idée. Sur le marketplace, combien de vaisseaux sont disponibles en vente? Je sais même pas la réponse. Et Wakabi vient de gagner. Sérieux? Ah, il est trop chaud, Wabaki. Wabaki, excuse-moi, j'écorche ton... Question honnête, tu savais ça de tête ou genre... Dans le temps de sa réponse, je pense que j'ai pas le temps de compter de 0 à 40. Ouais, c'est ça qui me paraît ouf en fait. Tu n'as pas le temps de compter sur le site. Donc comment tu sais ça de tête en fait? Même moi, en écrivant la question, j'ai dû aller vérifier en fait. Ah, il avait déjà compté, incroyable. Ok. Il y en a qu'on sac à foutre, hein, vraiment, c'est désespérant. Non, je rigole, c'est parfait, vous êtes au taquet les gars. Bravo pour ton X5, Wabaki. Toutes les semaines, je trouve c'est impressionnant les réponses des gens. Ah ouais, c'est clair. Hein, t'as gagné une tringle à rideau en NFT. C'est ça. Ouais, c'est un collector, hein, parce qu'il n'y en avait pas. Hein. Tu pourras suspendre ta tenue du conseiller de la paix dessus. Non, mais on fera savoir qu'est-ce que c'était. On fera savoir pour faire un quel était le vaisseau de ce soir. Et puis pour information, là justement, tout à l'heure je scrollais un tout petit peu sur Twitter et il y a une interview de Matt Medney
donc celui qui est chargé du lore, hein, l'écrivain, le loreman, ouais. et qui est interviewé sur YouTube, sur une chaîne, j'ai juste mis, ça s'appelle Comics Crypto. Ah ouais, je pensais que tu allais dire Hologram News Network, mais en fait non, c'est un truc en dehors de Star Atlas. Non, c'est un truc tierce, ouais. Enfin, en dehors de Star Atlas, pardon. Voilà. C'est Comics and Crypto Podcast. Et si vous allez sur le Twitter de Star Atlas, vous allez voir. Ah oui, ils font gagner une cover, j'ai vu, non? C'est ça? Ah, je sais pas, j'ai même pas regardé ce qu'ils faisaient gagner. En plus, c'est vachement sympa. Il faut like, retweet et tu peux gagner une cover du dernier épisode. Ah, cool. D'accord. Moi, tout ce que je vois là, c'est l'interview qui est annoncée, donc je peux éventuellement. Avant qu'on clore ce brew, je vais juste rappeler qu'on va essayer de faire un petit meet-up. Alors, on va faire un petit meet-up le 25 à Paris, le 25 mars à Paris, parce que Santi vient en France. Ne me tente pas. Ne me tente pas. C'est rapide un billet. Donc du coup, tous ceux qui sont dans le coin à Paris et même ceux qui sont sur YouTube et qui regardent la vidéo en replay avant le 25 mars, vous pouvez me DM et me dire que ça vous intéresse de participer. On va pas annoncer le meet-up tout de suite. Donc si je vais essayer de recenser un peu dans les différentes guildes, etc. et qu'on ait une idée du nombre de personnes intéressées. Ça sera où à Paris? À Paris. Ça sera qui? Ah, j'ai pas l'adresse, pardon. Okay. À Barbès. Ah ouais, d'accord. Salut. On donnera, dans le 93. On donnera tous les détails de l'event plus tard. Saint-Denis, C'est dans Paris. Funk. C'est dans Paris. Ok. Eh bien, sur ces paroles prometteuses de cet événement fabuleux que vous allez nous retransmettre au moins en différé, je l'espère, si ce n'est avec une petite partie peut-être en direct. Eh bien, on va clore ce 17e Atlas Brew et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure, 20h UTC plus 1, 20h heure de Paris, pour jeudi, pour le numéro 18, où on continue sur cette lancée freestyle et vous voyez qu'il y a plein de choses à dire et j'étais super content là que vraiment vous étiez nombreux à participer ce soir à cette discussion, à vous entendre théorie crafter, ça a été un vrai plaisir. Et il y a eu des choses très très intéressantes de dites, donc merci à tous d'être là, présents et de nous soutenir. Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine les amis. Oui, merci à tous. On se retrouve chaque jeudi, 20h, heure de Paris, pour l'Atlas Brew, sur le canal vocal francophone du Discord de Star Atlas. Merci les gars, bonne soirée. Bonne soirée.